Fatiguée d'être ignorée, elle cria la vérité en face. Toute la salle s'arrêta devant l'audace de la jeune femme humble. Mais personne ne s'attendait au sourire de la mère du millionnaire. Enfin, quelqu'un a eu le courage de parler à mon fils. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous n'aurez jamais entendue de votre vie. Hélène Dubois était le genre de femme qui savait se rendre invisible dans des salles bondées. Coordinatrice d'événements au Palais Royal, l'hôtel le plus luxueux de Paris, elle avait le don de faire en sorte que tout fonctionne sans que personne ne perçoive l'effort derrière la perfection. Elle arrangeait les compositions florales, résolvait les urgences avec les fournisseurs, calmait les mariés hystériques et souriait toujours cordialement lorsqu'un invité la confondait avec une serveuse. Son travail était un ballet silencieux dans les coulisses de la richesse d'autrui. Ce mercredi matin-là, Hélène courait dans les couloirs scintillants de l'hôtel, vérifiant les derniers détails pour le mariage des Duval, une famille traditionnelle de l'élite parisienne qui avait réservé le salon principal et exigé l'exclusivité. Les mariés avaient demandé des changements de menu moins de 12 heures avant la cérémonie et le chef, un homme au tempérament colérique et à l'ego plus grand que son talent, menaçait de quitter l'événement. Alors qu'elle tentait de convaincre le chef de rester, son téléphone portable ne cessait de sonner. C'était Julie, sa colocataire et meilleure amie depuis l'université d'hôtellerie. Hélène ignora les 5 premiers appels. Au 6e, elle décrocha en marchant d'un pas pressé dans le couloir de service. « Je ne peux pas parler maintenant, Ju. J'ai un chef qui est sur le point d'abandonner un mariage d'1 demi-million. »« Arrête, Hélène, j'ai besoin de toi. » La voix de Julie tremblait. « C'est Philippe. Il... » Julie sanglota à l'autre bout du fil. Je viens de voir les messages sur son téléphone. Il a une liaison avec Sarah de la comptabilité. Cela fait des mois, Hélène. Des mois. Et ils ont rendez-vous aujourd'hui au Café de la Paix, à 3 heures de l'après-midi. Hélène ferma les yeux, essayant de contrôler sa frustration. Julie en était à sa 3e relation ratée en 2 ans. Toujours avec des hommes qui la traitaient comme une option. Et Hélène, invariablement, était l'épaule sur laquelle son amie pleurait. « Je suis désolé, mais tu dois comprendre que... » Il m'a demandé en mariage la semaine dernière, Hélène. Et maintenant je découvre ça. Je suis brisée. Hélène soupira, regardant l'horloge. Il restait 6 heures avant la cérémonie. Le chef menaçait toujours de partir. La décoratrice avait appelé pour dire que les orchidées importées se fanaient. Et comme d'habitude, sa patronne, Véronique Mercier, était mystérieusement en réunion, car lui laissant tous les problèmes entre les mains. « Où es-tu maintenant ?» demanda Hélène, se massant la tempe. « À la maison. » « Je n'ai pas pu aller travailler dans cet état. Écoute, je ne peux pas partir d'ici maintenant, mais dès que le mariage commencera, vers 20 heures, tu ne comprends pas. » Julie pleurait ouvertement maintenant. « Il va rompre avec moi aujourd'hui, après avoir rencontré cette... Julie, respire. J'ai besoin que tu... Je vais au café. Je dois le confronter. Je ne peux pas laisser qu'on m'humilie ainsi. » L'alarme interne d'Hélène se déclencha. Julie avait une tendance aux scènes dramatiques, et un scandale public était la dernière chose dont son amie avait besoin à ce moment-là. « Non, Julie, ne fais pas ça. S'il te plaît, attends que j'arrive à la maison et nous parlerons calmement. Nous pourrons appeler ta sœur, lui demander de... » Philippe et Sarah sont au café maintenant. « Maintenant, Hélène... » Une amie à moi les a vus entrer ensemble. « Je ne peux pas attendre. » La ligne devint silencieuse. Hélène tenta de rappeler 3-4 fois, mais Julie ne répondit pas. À ce moment-là, le chef apparut dans le couloir, l'air renfrogné. Hélène dut ravaler son inquiétude et retourner au travail. Mais l'angoisse grandissait dans sa poitrine. Elle connaissait Julie suffisamment bien pour savoir que son amie ferait une bêtise. 2 heures et une négociation exténuante plus tard, Hélène avait réussi à convaincre le chef de rester, lui promettant une prime qui serait prélevée sur son propre salaire. Les orchidées avaient été remplacées par des lys, et la mariée, heureusement, avait approuvé le changement. Quand elle s'en rendit compte, il était déjà presque 15h30. Son téléphone vibra. C'était un message de Julie. « Je suis au Café de la Paix. Il est assis avec elle. Je n'arrive pas à arrêter de trembler. Aide-moi, Hélène. » Hélène regarda autour d'elle. Sa patronne était toujours introuvable. Le mariage semblait sous contrôle, du moins pour les 40 prochaines minutes, jusqu'à ce que les musiciens arrivent et créent de nouveaux problèmes. Le Café de la Paix se trouvait à seulement 3 pâtés de maison de l'hôtel.
Prenant une décision impulsive, Hélène attrapa son sac. « Je vais résoudre un problème personnel. Je reviens dans une demi-heure maximum, » dit-elle à l'assistante de la réception, qui hocha la tête sans quitter son ordinateur des yeux. Hélène courut pratiquement dans les rues animées du centre-ville, évitant les cadres pressés et les touristes perdus. Le Café de la Paix était un établissement élégant, fréquenté par la classe moyenne supérieure, qui travaillait dans les immeubles commerciaux de la région. Il avait un éclairage doux, des tables en bois sombre et un air de sophistication discrète. En entrant, Hélène chercha Julie du regard. Elle la trouva assise seule dans un coin, recroquevillée, les yeux rouges et fixés sur un couple de l'autre côté de la salle. Hélène suivit le regard de son amie et vit un homme de dos en costume bleu marine, conversant avec une femme blonde qui souriait et touchait occasionnellement son bras. « Julie, partons d'ici », murmura Hélène, s'approchant de la table de son amie. « Cet endroit est bondé. Ce n'est pas le moment de... » Julie leva ses yeux embués de larmes. « Il va me demander en mariage la semaine prochaine, Hélène. Il a déjà acheté les alliances. Et regarde-le là, avec elle. » Julie sanglota, attirant les regards curieux des tables voisines. Hélène s'assit à côté de son amie, lui tenant les mains. « Rentrons à la maison. Tu n'as pas besoin de vivre ça. »« Je n'en peux plus, Hélène. Je n'en peux plus d'être prise pour une idiote. Pourquoi me font-ils toujours ça? Pourquoi choisissent-ils toujours quelqu'un d'autre ?» La voix de Julie augmentait graduellement, attirant encore plus l'attention. « Julie, s'il te plaît, allons-y. »« Presque non. » Julie se leva brusquement. « Assez de me cacher. Assez d'être l'idiote de l'histoire. » Avant qu'Hélène ne puisse l'en empêcher, Julie tituba vers le couple, Hélène sur ses talons. Quand elles furent à quelques pas de la table, Julie s'arrêta subitement, regardant confuse l'homme qui pouvait maintenant être vu de profil. « Ce n'est pas Philippe, » murmura Julie déconcertée. L'homme, se rendant compte qu'il était observé, se retourna. Il était grand, aux épaules larges, avec des traits anguleux et des yeux d'un bleu intense. Ce n'était définitivement pas Philippe, le petit ami de Julie. À ce moment-là, Hélène aurait dû faire demi-tour. Elle aurait dû s'excuser pour la confusion et partir rapidement avec son ami. Mais quelque chose dans la façon dont la femme blonde regardait Julie, avec un mélange de dédain et de curiosité, déclencha un mécanisme chez Hélène. Des années à être rabaissée, à voir son travail minimisé, à être traitée comme invisible, culminèrent à cet instant. « C'est bien lui », déclara Hélène, faisant un pas en avant. « Et c'est un salaud. » L'homme fronça les sourcils, visiblement confus. « Excusez-moi. » Sa voix était grave, contrôlée. « Ne faites pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle, » continua Hélène, sentant une vague d'adrénaline parcourir son corps. C'était comme si elle canalisait toutes les frustrations accumulées dans sa vie. « Vous pensez pouvoir jouer avec les sentiments des gens? Demander quelqu'un en mariage tout en rencontrant une autre personne en cachette. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre, » dit-il, gardant son calme, mais avec une pointe d'irritation qui montait dans sa voix. « Hélène, » murmura Julie, tirant sur la manche de sa blouse. « Ce n'est pas lui. Allons-nous-en. » Mais Hélène était aveuglée par l'indignation. Ce n'était pas seulement pour Julie. C'était pour elle-même, pour toutes les fois où elle avait ravalé des affronts, où elle avait accepté d'être invisible, où elle avait travaillé 2 fois plus pour recevoir la moitié de la reconnaissance. Des hommes comme vous pensent que le monde est leur terrain de jeu privé, n'est-ce pas? Qu'ils peuvent utiliser les gens et ensuite les jeter quand ils trouvent un nouveau jouet? La voix d'Hélène résonna dans le café, maintenant complètement silencieux. L'homme se leva lentement. Il était encore plus grand qu'Hélène ne l'avait imaginé, et sa présence avait quelque chose d'intimidant. Mais elle ne recula pas. « Je n'ai aucune idée de qui est ce Philippe, mais je vous assure que ce n'est pas moi, » dit-il, articulant chaque mot avec précision. C'est alors que la femme blonde commença à rire. Non pas un rire moqueur, mais un amusement sincère. « Vous avez entendu ça, mon fils? Enfin quelqu'un a eu le courage de dire ce que je pense depuis des années. » Elle se tourna vers Hélène avec un sourire énigmatique, pas à propos de ce Philippe, bien sûr, mais à propos des hommes qui pensent que le monde est leur terrain de jeu. Hélène sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Fils, la femme blonde était la mère de l'homme. Commencez pas, avertit-il, lançant un regard d'avertissement à la femme plus âgée. Il se tourna ensuite vers Hélène avec froideur dans les yeux. « Je suggère que vous et votre ami vous retiriez avant que je ne sois obligé d'appeler le gérant. »
À ce moment-là, tous les clients du café observèrent la scène. Julie tirait Hélène avec insistance, murmurant des excuses. Hélène, réalisant enfin l'ampleur de son erreur, sentit son visage brûler de honte. « Je suis désolé. C'était une erreur. » Ce fut tout ce qu'elle put balbutier, avant de faire demi-tour et de traîner pratiquement Julie hors du café. Sur le trottoir, respirant l'air chaud de l'après-midi parisien, Hélène tenta de retrouver sa contenance. Son cœur battait de manière désordonnée, et elle sentait ses mains tremblantes. « Mon Dieu, Hélène, qu'est-ce qui t'a pris ?» Julie la regardait, entre effrayée et admirative. « Je ne t'ai jamais vue perdre le contrôle comme ça. » Hélène secoua la tête, essayant d'organiser ses pensées. « Je ne sais pas. C'est comme si quelque chose avait explosé en moi. » Elle regarda sa montre et gémit. « Et maintenant, je suis en retard pour le mariage. Véronique va me tuer. » Les deux amis se séparèrent au coin de la rue, Julie promettant d'appeler le vrai Philippe et de tout rompre par téléphone sans drame. Hélène retourna en courant à l'hôtel, la tête encore tourbillonnante à cause de l'épisode du café. Elle ne savait pas encore que ce cri impulsif, cette explosion momentanée de frustration accumulée, serait le début d'un tournant dans sa vie. En arrivant à l'hôtel, Hélène trouva le chaos. Les musiciens étaient en retard. La mère de la mariée faisait une crise de nerfs et Véronique avait enfin décidé d'apparaître, juste pour critiquer le remplacement des orchidées. Les orchidées se sont fanées. Nous n'avions pas le choix, expliqua Hélène, gardant sa voix ferme malgré l'épuisement. Il y a toujours une option, Hélène. C'est votre problème, le manque de créativité. Véronique ajusta son blazer impeccable, son uniforme quotidien, ainsi que son regard de supériorité. J'aurais trouvé une meilleure solution. Hélène retint l'envie de demander où Véronique avait été pendant les 8 dernières heures, lorsque toutes les crises avaient éclaté simultanément. Au lieu de cela, elle hocha la tête et retourna au travail, vérifiant l'éclairage de la salle. Le mariage, malgré les contretemps, commença ponctuellement à 20 heures. La mariée resplendissait dans sa robe de dentelle française. Le marié semblait sincèrement amoureux, et les invités commentaient que c'était la célébration la plus élégante de la saison. Un autre succès au curriculum vitae invisible d'Hélène, un autre jour de travail où elle avait beaucoup donné et peu reçu en retour. Vers 22 heures, la fête battant son plein et aucune urgence en vue, Hélène s'autorisa un moment de repos dans le petit bureau attenant à la salle. C'est alors que son téléphone portable sonna. « Numéro inconnu. Hélène Dubois », répondit-elle. « Professionnelle comme toujours. Mademoiselle Dubois. » La voix masculine à l'autre bout était grave et contrôlée, étrangement familière. « C'est Gabriel Beaumont. » Hélène fronça les sourcils, le nom ne lui disait rien. « En quoi puis-je vous aider ?»« Je crois que nous n'avons pas encore été dûment présentés. Je suis l'homme que vous avez traité de salaud cet après-midi, au Café de la Paix. » Le sang d'Hélène se glaça. L'homme du café. Celui qu'elle avait confondu avec le petit ami de Julie. « Monsieur Beaumont, je suis vraiment désolé pour le malentendu. Ce fut une situation embarrassante, et je vous présente mes sincères excuses. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « J'accepte vos excuses. Cependant, ma mère aimerait vous parler. »« Votre mère ?» Hélène ne put cacher sa surprise. « Oui, Bérénice Beaumont. Elle a été impressionnée par votre attitude d'aujourd'hui. » Hélène ferma les yeux, prévoyant une éventuelle action en justice pour diffamation. C'était tout ce qu'il manquait pour compléter sa journée. « Je comprends. Quand souhaiterait-elle s'entretenir ?»« Demain, si possible. Dans son bureau à 10 heures du matin ?» Hélène hésita. Elle avait une réunion importante à l'hôtel, mais la perspective de faire face à des problèmes légaux était encore plus préoccupante. « J'y serai. Pouvez-vous me donner l'adresse ?» Gabriel lui fournit l'adresse d'un immeuble commercial sur l'avenue des Champs-Élysées, au cœur financier de la ville. Avant de raccrocher, il ajouta « Soyez ponctuel, s'il vous plaît. Ma mère valorise la ponctualité avant tout. » Hélène fixa son téléphone éteint, sentant une appréhension croissante. Qui était cette Bérénice Beaumont et pourquoi voulait-elle la voir? Le nom de famille Beaumont commença à résonner dans sa mémoire. Serait-ce possible? Discrètement, Hélène tapa le nom dans le moteur de recherche de son téléphone portable. Les résultats confirmèrent ses craintes. Bérénice Beaumont était la matriarche de l'une des familles les plus influentes du pays, propriétaire du groupe Beaumont, un conglomérat présent dans divers secteurs, de la construction civile à la technologie, et Gabriel, son fils, était l'actuel PDG de l'entreprise, souvent cité comme l'un des hommes d'affaires les plus prometteurs de sa génération.
Hélène sentit son estomac se nouer. Elle avait crié sur l'un des hommes les plus puissants de France, l'accusant publiquement d'être infidèle à une petite amie qu'il ne connaissait même pas. Le reste de la nuit passa comme un flou. Hélène remplit ses obligations machinalement, souriant aux invités, résolvant de petites urgences, toujours l'esprit fixé sur le rendez-vous du lendemain. Quand elle arriva enfin au petit appartement qu'elle partageait avec Julie, il était déjà plus de minuit. Elle trouva son amie endormie sur le canapé, avec des traces de maquillage étalées sur le visage. À côté d'elle, un pot de glace à moitié fondu et la télécommande de la télévision. Hélène la couvrit d'une couverture légère et alla dans sa chambre. Allongée dans l'obscurité, elle repassa mentalement les événements de la journée, essayant d'imaginer ce que Bérénice Beaumont pouvait bien vouloir d'elle. Quelle que soit la raison, une chose était certaine. Ce cri impulsif, ce moment de perte de contrôle au café, avait altéré la trajectoire de sa vie. Pour le meilleur ou pour le pire, Hélène ne le savait pas encore. Mais quelque chose lui disait que rien ne serait plus comme avant. Le lendemain, Hélène se réveilla avant son réveil, après une nuit de sommeil agité. Elle choisit soigneusement la tenue la plus formelle qu'elle possédait. Une jupe crayon noir, une chemise blanche et un blazer bleu marine qu'elle avait acheté en solde 2 ans auparavant. Ce n'était pas de marque, mais c'était suffisamment élégant pour un rendez-vous professionnel. Avant de partir, elle laissa un mot à Julie, expliquant brièvement la situation. Elle ne mentionna pas qui étaient les Beaumont, pour ne pas alarmer davantage son amie, qui se sentait déjà coupable de ce qui s'était passé au café. Hélène arriva à l'imposant immeuble de l'avenue des Champs-Élysées 20 minutes avant l'heure prévue. À la réception, elle informa qu'elle avait un rendez-vous avec Bérénice Beaumont. L'agent de sécurité la regarda avec un mélange de surprise et de curiosité, mais se contenta de lui demander de signer le registre des visiteurs et lui remit un badge de visiteur. 50e étage, l'informa-t-il. La secrétaire de Madame Beaumont vous recevra. Dans l'ascenseur, Hélène tentait de contrôler sa respiration. Que dirait-elle à la matriarche des Beaumont? Comment s'excuserait-elle correctement pour son comportement impulsif? Et plus important encore, pourquoi une femme de cette stature se donnerait-elle la peine de prendre rendez-vous avec la personne qui avait insulté son fils en public? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur une réception élégante, tout en ton de gris et blanc, avec des panneaux de bois sombres et un éclairage doux. Une femme d'âge moyen, aux cheveux gris parfaitement coiffés en chignon, leva les yeux de l'écran de son ordinateur. Mademoiselle Dubois? Sa voix était presque aussi formelle que son apparence. Oui, j'ai un rendez-vous avec Madame Bérénice Beaumont. Commencez une notice. Elle vous attend. Par ici, s'il vous plaît. La secrétaire la conduisit par un court couloir, jusqu'à une double porte en bois massif. Elle frappa légèrement et, après un ordre inaudible venant de l'intérieur, ouvrit l'une des battants. Mademoiselle Dubois, Madame Beaumont. Hélène entra dans une pièce spacieuse, avec des fenêtres du sol au plafond, qui offraient une vue panoramique sur la ville. Bérénice Beaumont était assise derrière un bureau imposant, analysant des documents. En la voyant, la femme plus âgée sourit et fit un geste pour qu'elle s'approche. « Merci, Marthe. Vous pouvez nous laisser seuls, » dit Bérénice à la secrétaire, qui hocha la tête et sortit silencieusement, refermant la porte derrière elle. « Mademoiselle Dubois, je suis ravie que vous ayez pu venir. » Bérénice se leva et tendit la main. De près, Hélène put remarquer que la femme, malgré son âge qui devait avoisiner les 60 ans, conservait une apparence impeccable. Ses cheveux blonds, probablement teints, étaient coiffés d'une coupe élégante qui encadrait son visage aux traits fins. Elle portait un ensemble jupe et blazer de couleur beige clair, avec un discret bijou en or au cou. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Hélène serra la main tendue et prit place sur l'une des chaises devant le bureau. « Madame Beaumont, avant toute chose, je voudrais m'excuser pour l'incident d'hier. Ce fut un terrible malentendu, et je suis profondément embarrassé par mon comportement. » Bérénice l'observa un instant, comme si elle évaluait sa sincérité. « Vous savez, mademoiselle Dubois, je vois rarement mon fils aussi déconcerté qu'il l'a été hier. » Il y avait un ton presque amusé dans sa voix. Gabriel est habitué à diriger des salles remplies de cadres, à ce que ses ordres soient suivis sans questionnement, à entendre des éloges et des flatteries, pas à être traité de salaud en public. Hélène sentit le poids du regard de Bérénice Beaumont, tandis que la matriarche l'étudiait avec une curiosité évidente. Le silence dans la pièce spacieuse semblait amplifier le son de la respiration d'Hélène, qui luttait pour garder sa contenance. «
Savez-vous pourquoi je vous ai appelé ici aujourd'hui » demanda finalement Bérénice, se penchant légèrement en avant. « Pour discuter de l'incident d'hier, j'imagine, et éventuellement des conséquences légales de mon comportement inapproprié, » répondit Hélène, essayant de paraître professionnelle malgré sa nervosité. Bérénice laissa échapper un rire court, un son élégant et contenu qui ne correspondait pas à l'éclat d'amusement sincère dans ses yeux. « Conséquences légales ? Ma chère, ne soyez pas si dramatique. Si nous poursuivions toutes les personnes qui ont été impolies avec la famille Beaumont, la moitié de Paris serait endettée. » Elle fit un geste désinvolte de la main. « Non, je vous ai appelé ici pour une raison complètement différente. » Hélène fronça les sourcils, confuse. Si ce n'était pas pour la menacer d'un procès, que pouvait bien vouloir la puissante Bérénice Beaumont? « Je vous apprécie, » déclara la femme plus âgée, avec une franchise surprenante. Très peu de gens ont le courage de confronter un Beaumont en public. Encore moins le feraient pour défendre une amie. C'était une erreur, Hélène s'empressa d'expliquer. J'ai confondu votre fils avec quelqu'un d'autre. Oh, je le sais, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'erreur, c'est l'attitude. Bérénice se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la ville qui s'étendait à ses pieds. Dites-moi, Hélène, que savez-vous de notre famille? Hélène hésita, pesant ses mots. Je sais que le groupe Beaumont est l'un des plus grands conglomérats d'entreprises du pays, avec des activités dans divers secteurs, et que M. Gabriel Beaumont est l'actuel PDG. Bérénice hocha la tête sans se retourner. Et quoi d'autre? Que dit-on de nous dans les couloirs de votre hôtel 5 étoiles lorsque vous servez du champagne à nos connaissances? Hélène déglutit. Les rumeurs sur les Beaumont étaient nombreuses, comme sur toute famille puissante. Certaines impliquaient d'anciens scandales, des affaires obscures, des relations politiques douteuses. Mais une chose était claire, personne ne se moquait des Beaumont et n'en sortait indemne. « Je ne prête pas attention aux rumeurs, Madame Beaumont », répondit-elle diplomatiquement. La femme plus âgée se retourna avec un sourire ironique aux lèvres. Une réponse prudente, mais insatisfaisante. Elle retourna à sa chaise. « Je vais vous raconter quelque chose que peu de gens savent, Hélène. Notre famille est au bord d'une crise. »« Une crise ?» répéta Hélène, surprise par la soudaine confidence. « Mon beau-père, le vieux Auguste Beaumont, était un homme, traditionnel et méfiant. » Bérénice ajusta une mèche de cheveux d'un geste élégant. À son décès, il y a 5 ans, il a laissé un testament avec des clauses assez spécifiques concernant la succession à la tête de l'entreprise. Hélène hocha la tête, ne comprenant toujours pas où cette conversation l'amènerait. La clause principale stipulait que, pour prendre définitivement le contrôle de l'entreprise, Gabriel devait être marié depuis au moins 1 an avant d'atteindre 35 ans. « Et quel est l'âge actuel de votre fils ?»« Gabriel aura 34 ans dans 2 mois, » répondit Bérénice. « Et comme vous l'avez peut-être remarqué hier, il n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un homme mariable. » Hélène, bite, commençait à comprendre la situation, mais ne voyait toujours pas comment cela l'impliquait. « Que se passera-t-il s'il ne respecte pas cette clause ?» Bérénice soupira, et un instant le masque de dignité aristocratique fit place à une expression de véritable préoccupation. Le contrôle majoritaire de l'entreprise passera à Richard Beaumont, le cousin de Gabriel, un homme dont les méthodes commerciales sont, disons, discutables. Hélène traita l'information lentement, essayant d'assembler les pièces du puzzle. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi, Madame Beaumont ?» Bérénice la fixa directement, avec une intensité qui fit qu'Hélène se recroquevilla imperceptiblement sur sa chaise. « J'ai besoin que vous épousiez mon fils. » Un instant, Hélène crut avoir mal entendu. « Comment ?»« C'est une proposition commerciale, Hélène, » expliqua Bérénice avec une surprenante naturalité. « Un contrat de mariage d'une durée d'1 an. Vous vous mariez, vous maintenez les apparences en public, vous vivez sous le même toit et une fois la clause du testament satisfaite, vous divorcez discrètement. » Hélène ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, sans pouvoir articuler une réponse cohérente. Finalement, elle retrouva sa voix. « C'est fou. C'est des affaires, » corrigea Bérénice, « et ce serait très bien rémunéré, naturellement. »« Combien ?» La question échappa aux lèvres d'Hélène avant qu'elle ne puisse la retenir, et elle regretta immédiatement le ton mercenaire. Mais Bérénice ne sembla pas offensée. Au contraire, un sourire d'approbation apparut sur son visage. 2 millions d'euros, la moitié en avance, la moitié à la fin du contrat.
La pièce sembla tourner autour d'Hélène. 2 millions d'euros. C'était plus d'argent qu'elle n'en gagnerait en 20 ans de travail à l'hôtel. Pourquoi moi? Il doit y avoir des centaines de femmes qui accepteraient cette proposition sans hésiter. Exactement pour cela, répondit Bérénice. Tout mannequin ou mondaine que nous aborderions serait immédiatement suspect. La presse ferait le lien avec la clause du testament en quelques heures. Mais vous? Elle marqua une pause évaluative. Vous êtes inconnu. Vous travaillez dans les coulisses. Vous n'avez pas de connexion avec notre cercle social. Et plus important encore, vous avez démontré avoir suffisamment de personnalité pour affronter mon fils. Hélène secoua la tête, encore étourdie. Il a accepté cela? Le sourire de Bérénice diminua légèrement. Gabriel comprend la nécessité. Il est d'accord avec le plan, bien qu'il ne soit pas enthousiaste. Et que dirais-je aux gens, à ma famille, à mes amis? Comment expliquerais-je un mariage soudain avec l'un des hommes les plus riches du pays? Une idylle éclaire. Cela arrive tout le temps. Vous vous êtes rencontrés, vous êtes tombés amoureux, vous avez décidé de ne pas attendre. Bérénice haussa les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Les gens adorent les histoires d'amour improbables. Hélène se leva brusquement, ressentant le besoin de bouger et de respirer. C'est insensé. Je ne peux pas simplement faire semblant d'être l'épouse de quelqu'un pour de l'argent. Pas pour de l'argent, Hélène. Pour la survie de l'entreprise. Pour les milliers d'emplois qui en dépendent. Bérénice marqua une pause stratégique. Et peut-être pour quelque chose de plus personnel. Quelque chose que cette somme pourrait résoudre dans votre propre vie. Hélène se figea. Que voulez-vous dire? J'ai fait une petite recherche sur vous, Hélène. Je sais que vous avez 28 ans, diplômée en hôtellerie d'une grande école. Vos parents vivent à Lyon. Vous partagez un appartement avec Julie Leroy, votre amie depuis l'université. Bérénice parlait avec la précision de quelqu'un qui a lu un rapport détaillé. Et je sais aussi pour le garçon. Hélène sentit le sang se glacer dans ses veines. Quel garçon! Michel, fils de Marianne Costa, votre autre grande amie de l'université. Celle qui est décédée l'année dernière, laissant son fils de 5 ans aux soins de sa grand-mère. Hélène retourna lentement à sa chaise, sentant ses jambes fléchir. « Comment savez-vous pour Michel? Comme je l'ai dit, j'ai fait une petite recherche. » Bérénice restait impassible. « Je sais que vous visitez le garçon toutes les semaines. Je sais que sa grand-mère, Madame Thérèse, a des difficultés à payer le traitement spécialisé dont il a besoin pour sa cardiopathie congénitale. » Hélène ferma les yeux, sentant une vague d'émotions contradictoires. La colère pour l'invasion de sa vie privée, la honte que sa situation financière soit exposée, et, par-dessus tout, une pointe d'espoir en pensant à ce que 2 millions d'euros pourraient signifier pour Michel. « Je n'essaie pas de vous manipuler, Hélène, » continua Bérénice d'un ton presque maternel. « J'offre une solution qui bénéficie à tous. Ma famille conserve le contrôle de l'entreprise. Vous recevez une somme qui peut changer votre vie et celle des personnes que vous aimez. Un an passe rapidement. » Hélène ouvrit les yeux et regarda la femme plus âgée. « Et votre fils, qu'en pense-t-il » Comme en réponse à sa question, la porte du bureau s'ouvrit et Gabriel Beaumont entra dans la pièce. Vêtu d'un costume impeccablement coupé de couleur graphite, il paraissait encore plus imposant qu'Hélène ne s'en souvenait. Ses yeux bleus la fixèrent avec froideur. « Mon fils pense exactement comme moi, qu'il s'agit d'un arrangement nécessaire et temporaire, » répondit Bérénice, sans laisser à Gabriel la chance de parler pour lui-même. « N'est-ce pas, Gabriel ?» Il se dirigea vers le bureau de sa mère sans saluer Hélène. Je pense que c'est une solution extrême à un problème que nous pourrions résoudre d'autres manières. » Sa voix était contrôlée, mais Hélène perçut la tension sous-jacente. « Et puisque nous insistons sur cette voie, oui, c'est nécessaire et temporaire. » Un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Hélène sentait le poids des regards des deux Beaumont sur elle, attendant une réponse qui pourrait changer le cours de 3 vies. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement, naturellement. Acquiesça Bérénice. « Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Les médias commenceront bientôt à spéculer sur l'anniversaire de Gabriel, et nous devons prendre les devants. » Elle ouvrit un tiroir et en retira une enveloppe épaisse. « Voici une proposition formelle du contrat, ainsi que des informations sur la famille et l'entreprise que vous devriez connaître, au cas où vous accepteriez. » Hélène prit l'enveloppe avec des doigts légèrement tremblants. « Combien de temps ai-je pour décider ?»« Jusqu'à demain midi, » répondit Gabriel, lui parlant directement pour la première fois.
Il n'y avait pas d'hostilité dans sa voix, juste une efficacité froide, comme s'il concluait n'importe quelle autre affaire. « Et vous acceptez, nous commencerons les préparatifs immédiatement. Si vous refusez, nous chercherons une autre solution. » Dans mes yeux, Hélène hocha la tête, se levant avec l'enveloppe à la main. « Demain midi », confirma-t-elle. Bérénice l'accompagna jusqu'à la porte, laissant Gabriel derrière elle. « Je sais que cela semble effrayant, Hélène, » dit-elle à voix basse, tandis qu'elle marchait dans le couloir. « Mais vous avez plus de force que vous ne l'imaginez. Je l'ai vu au café hier. » Hélène ne répondit pas. Sa tête tournait avec des possibilités, des conséquences, des craintes et par-dessus tout, avec l'image de Michel, le fils de son ami décédé, qui pourrait enfin recevoir le traitement dont il avait tant besoin. En rentrant à l'hôtel, Hélène appela Véronique, inventant une urgence familiale pour justifier son absence. Elle ne se reconnaissait plus. Elle, qui avait toujours été si correcte, si responsable, mentait maintenant à sa patronne et envisageait sérieusement un mariage de façade pour de l'argent. Que se passait-il dans sa vie? En arrivant au petit appartement qu'elle partageait avec Julie, elle trouva son amie sur le canapé, regardant une rediffusion de feuilleton. « Comment s'est passé le rendez-vous avec la mère du type ?» demanda Julie, baissant le volume de la télévision. Hélène hésita, ne sachant comment expliquer la proposition surréaliste qu'elle avait reçue. C'était intéressant. Intéressant comment? Ils vont nous poursuivre en justice? Julie semblait réellement préoccupée. Non, rien de tout ça. Hélène jeta son sac sur la table et s'assit à côté de son amie. En fait, elle m'a offert un travail. Ce n'était pas exactement un mensonge, pensa Hélène. Après tout, qu'était un mariage sous contrat, sinon un type très spécifique de travail? Sérieusement? Quel genre de travail? C'est compliqué. Cela implique de la représentation, une image publique. Hélène détourna le regard, incapable d'en dire plus sans révéler la vérité. Julie l'observa avec curiosité. Il se passe quelque chose d'étrange. Tu es différente depuis hier. Hélène soupira. Julie la connaissait trop bien. C'est juste que... Je pense à Michel. L'expression de Julie s'adoucit immédiatement. Elle aussi avait été amie avec Marianne, bien que pas aussi proche qu'Hélène. Comment va-t-il? Ça fait longtemps que je ne suis pas allé le voir avec toi. Ah, pareil. L'opération dont il a besoin. Hélène déglutit, sentant l'émotion monter. Ça coûte très cher, Jus. Et la mutuelle refuse de couvrir car il considère ça expérimental. Julie lui serra la main. Je sais, mais ça va s'arranger, d'une manière ou d'une autre. Ça s'arrange toujours. Hélène regarda l'enveloppe dans son sac. 2 millions d'euros. Assez pour payer l'opération de Michel, lui garantir les meilleurs spécialistes, créer un fonds pour son avenir. Assez pour donner à Madame Thérèse, la grand-mère déjà âgée du garçon, un peu de confort après tant de sacrifices. Et si ça ne s'arrange pas? Demanda Hélène, plus à elle-même qu'à son amie. Et si parfois nous devions faire des choix difficiles, des choses que nous n'aurions jamais imaginé faire? Julie fronça les sourcils. Quel genre de travail exactement cette femme t'a-t-elle offert, Hélène? Ce n'est rien d'illégal, s'empressa-t-elle de clarifier. C'est juste non conventionnel. Maintenant, tu me fais peur. Hélène força un sourire, essayant de dissiper la tension. Ne t'inquiète pas. Je réfléchis tout haut. Je vais considérer toutes les options avec soin. Cette nuit-là, Hélène ne put dormir. Elle se retourna dans son lit d'innombrables fois, pensant aux conséquences possibles de sa décision. Si elle acceptait, elle lierait sa vie, son image, sa réputation à l'une des familles les plus puissantes et scrutées du pays. Elle serait vue comme l'épouse de Gabriel Beaumont, sujette aux flashs, aux gros titres, aux spéculations. Mais si elle refusait, elle continuerait sa vie sûre et prévisible. Coordinatrice d'événements sous-estimés, vivant en location, incapable de faire la différence dans la vie de Michel, le garçon qu'elle avait juré de protéger sur le lit de mort de son ami. À 3 heures du matin, Hélène se leva et ouvrit l'enveloppe laissée par Bérénice. Outre le contrat, il y avait un dossier sur la famille Beaumont, des articles sur l'entreprise, des profils de Gabriel et, ce qui l'intrigua le plus, un rapport médical détaillé sur l'état de Michel, y compris l'avis de spécialistes renommés sur le traitement recommandé. Bérénice avait fait ses devoirs avec une efficacité effrayante. Le contrat lui-même était étonnamment direct. Mariage civil d'une durée d'1 an. Cohabitation sous le même toit. Apparition publique en tant que couple. Discrétion absolue sur la nature de l'accord.
Divorce à l'amiable à la fin du terme. Hélène recevrait 1 million d'euros le jour du mariage et un autre million après le divorce. Il y avait aussi des clauses de confidentialité, des pénalités en cas de rupture de contrat et curieusement une section intitulée « Limites personnelles », où il était stipulé qu'il n'y aurait aucune attente d'intimité physique entre les parties. Lorsque le soleil commença à poindre à l'horizon, Hélène avait déjà pris sa décision. Elle appela Véronique et démissionna, invoquant des problèmes personnels qui exigeaient son entière attention. La patronne, après la surprise initiale, n'insista pas beaucoup. Hélène savait qu'elle serait facilement remplacée, comme n'importe quelle autre pièce dans l'engrenage du luxueux hôtel. Ensuite, elle appela un taxi et se rendit chez Madame Thérèse, dans le quartier de Montmartre. C'était une construction simple, bien entretenue malgré son âge avancé, avec un petit jardin devant, où Michel jouait les bons jours, quand la maladie lui accordait une trêve. Madame Thérèse ouvrit la porte encore en peignoir, surprise par la visite si tôt. « Hélène, il s'est passé quelque chose ?» Le visage ridé de la dame exprima une préoccupation immédiate. « Rien de mal, Madame Thérèse. Au contraire. » Hélène tenta de sourire, bien qu'elle sentît une boule dans la gorge. « Pouvons-nous parler un peu ?» La dame la conduisit à la cuisine simple, où l'arôme de café fraîchement moulu emplissait l'air. Michel dormait encore, expliqua-t-elle, après une nuit difficile avec des difficultés respiratoires. Hélène tint les mains calleuses de la femme plus âgée sur la table en formica. « Madame Thérèse, nous avons toujours été honnêtes l'une envers l'autre, n'est-ce pas ?» La dame hocha la tête, confuse. « Bien sûr, ma fille. »« Qu'est-ce » ?»« Alors je dois vous dire quelque chose d'important. Quelque chose qui va changer la vie de nous tous, surtout celle de Michel. » Hélène marqua une pause, organisant ses pensées. « J'ai reçu une proposition de travail, un travail très bien payé qui me permettrait d'aider au traitement de Michel. » Les yeux fatigués de Madame Thérèse s'illuminèrent un instant, mais bientôt la méfiance naturelle de celle qui a déjà subi de nombreuses déceptions revint. « Quel genre de travail paie autant, ma petite ?» Hélène respira profondément. « Un mariage, Madame Thérèse. Un mariage sous contrat, d'une durée d'1 an. » La femme plus âgée retira brusquement ses mains, comme si elle avait touché quelque chose de chaud. « Qu'est-ce que tu dis, Hélène ?»« C'est... » « Ce n'est pas ce que cela semble être, » s'empressa-t-elle d'expliquer. « Ce n'est rien d'illégal ou d'immoral. C'est juste un accord commercial, avec un homme respectable qui a besoin d'être marié pour des raisons familiales. » Madame Thérèse la regardait avec un mélange de choc et de désapprobation. « Qui est cet homme ?»« Gabriel Beaumont. » La dame porta la main à sa bouche. « Le propriétaire de cette grande entreprise, qui apparaît dans les journaux. » Hélène hocha la tête. « Je sais que cela semble fou, Madame Thérèse, et peut-être que ça l'est, mais j'ai pensé à Michel, à l'opération, à son avenir. »« Non !» Madame Thérèse se leva brusquement. « Je ne te laisserai pas sacrifier ta vie, ta réputation pour nous. Marianne ne voudrait pas ça. »« Marianne voudrait voir son fils vivant et en bonne santé, » répondit Hélène, avec plus de fermeté qu'elle ne l'avait voulu. Elle adoucit le ton en continuant. « De plus, ce n'est pas un si grand sacrifice. Ce n'est qu'1 an. Et après, j'aurai suffisamment de ressources pour prendre soin de Michel pour le reste de sa vie. » Madame Thérèse secoua la tête, des larmes brillant dans ses yeux, fatiguée. « Il y a d'autres moyens, Hélène. Il y en a toujours. »« Lesquels, Madame Thérèse ? Nous avons tout essayé. Les médecins disent que Michel ne peut plus attendre. Chaque jour compte. » À ce moment-là, on entendit des pas légers dans le couloir. Michel apparut à la porte de la cuisine, les cheveux ébouriffés, un pyjama de Spider-Man et des yeux somnolents. « Tante Hélène ?» Sa voix était petite, fragile comme son corps trop maigre pour son âge. Hélène sentit son cœur se serrer en voyant le garçon, si semblable à Marianne dans ses yeux bruns expressifs. « Salut, mon amour !» Elle ouvrit les bras et Michel courut vers son étreinte, avec l'énergie limitée que sa condition lui permettait. « Tu es venu me prendre au parc ?» demanda-t-il plein d'espoir. Hélène échangea un regard significatif avec Madame Thérèse par-dessus la tête du garçon. « Pas aujourd'hui, mon chéri, mais bientôt, nous ferons de très belles choses ensemble. Je te le promets. » Après le petit déjeuner avec Michel, qui mangea peu et respirait avec une difficulté visible, Hélène prit congé, promettant de revenir bientôt. En sortant, Madame Thérèse la retint par le bras. « Si tu décides vraiment de faire ça, Hélène, je veux que tu saches une chose. Tu es la personne la plus proche d'une mère que Michel est maintenant.
Ne laisse pas cet arrangement changer qui tu es. Hélène étreignit la femme plus âgée, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Je ne le laisserai pas, Madame Thérèse, je le promets. À midi pile, Hélène entra de nouveau dans l'imposant immeuble de l'avenue des Champs-Élysées. Cette fois, elle fut conduite directement au bureau de Gabriel, non à celui de Bérénice. Elle le trouva seul, debout près de la fenêtre, contemplant la ville avec une expression distante. « Mademoiselle Dubois » la salua-t-il formellement en la voyant. « Monsieur Beaumont ». Il lui fit signe de s'asseoir, mais Hélène resta debout. Si elle devait prendre cette décision, elle le ferait d'égal à égal. « J'ai beaucoup réfléchi à la proposition de votre mère », commença-t-elle, gardant sa voix ferme malgré sa nervosité. « Et vous avez pris une décision. » Ce n'était pas une question. Gabriel l'observait avec des yeux attentifs, impénétrables. Hélène hocha la tête, levant le menton. « J'accepte, à quelques conditions. » Un sourcil de Gabriel se leva légèrement, la seule indication de surprise. « Quelles conditions ? Premièrement, je veux un virement bancaire partiel anticipé, avant même la cérémonie, pour garantir le traitement médical de l'enfant que j'ai mentionné à votre mère. » Gabriel fit un geste d'acquiescement. « L'argent peut être transféré dès aujourd'hui. » Prochaine condition ? Deuxièmement, je veux qu'il soit clair que c'est un accord professionnel. Je ne suis pas votre propriété, ni votre subordonné. Nous sommes des partenaires commerciaux, avec des obligations égales. Quelque chose qui pouvait être interprété comme un sourire très discret passa sur les lèvres de Gabriel. Juste. Bien que je doive vous avertir que, pour le monde extérieur, nous devrons paraître un couple authentique. Je comprends, et je suis prête à agir en conséquence en public. Mais en privé, j'attends un respect mutuel et un espace personnel. Pas naturellement. Hélène respira profondément avant de continuer. Et enfin, quand tout cela sera terminé, je veux que vous vous engagiez à ne plus jamais interférer dans ma vie. Ni vous, ni votre famille. Gabriel l'étudia longuement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « J'accepte vos conditions, Hélène Dubois. » Il tendit la main. « Nous avons un accord ?» Hélène regarda la main tendue, sentant le poids de la décision qu'elle prenait. « Pour Michel, se rappela-t-elle, pour une promesse faite au chevet d'un lit de mort. Nous avons un accord. » répondit-elle, serrant fermement la main de Gabriel Beaumont, scellant un contrat qui changerait à jamais le cours de sa vie. 3 semaines après avoir accepté la proposition des Beaumont, Hélène reconnaissait à peine sa propre vie. Tout s'était déroulé avec une rapidité vertigineuse, comme si elle était emportée par un courant implacable. Le mariage civil avait eu lieu lors d'une cérémonie discrète à la mairie, en présence de Bérénice, de 2 avocats de la famille et, à la surprise d'Hélène, de Julie. Raconter la vérité à son amie avait été l'un des moments les plus difficiles. Julie l'avait regardée comme si elle était devenue folle, puis avait pleuré puis crié, et enfin l'avait étreinte en silence. « Ça, c'est ce que tu dois faire pour Michel, je serai à tes côtés, » avait-elle finalement dit. « Mais sois prudente, Hélène. Les gens riches ont des règles différentes. » Un communiqué de presse annonçait le mariage comme un romance discret qui avait fleuri loin des projecteurs. L'histoire fabriquée disait qu'Hélène et Gabriel s'étaient rencontrés lors d'un événement à l'hôtel où elle travaillait et que l'homme d'affaires avait été immédiatement charmé par la compétence et l'authenticité de la coordinatrice d'événements. Selon la version officielle, ils se rencontraient secrètement depuis des mois, jusqu'à ce qu'ils décident d'officialiser leur union. La réaction des médias avait été exactement comme Bérénice l'avait prédit, un mélange de curiosité vorace et de scepticisme. Qui était cet inconnu qui avait conquis l'un des célibataires les plus convoités du pays? Qu'avait-elle de si spécial? S'agissait-il d'un coup monté, d'une véritable histoire d'amour? Les spéculations allaient des plus romantiques aux plus cruelles. À Madame Thérèse et Michel, Hélène raconta une version simplifiée de la vérité, qu'elle épousait un homme qu'elle avait récemment rencontré, un homme d'affaires qui l'aiderait à financer le traitement de Michel. L'opération était déjà prévue pour le mois suivant, dans l'un des meilleurs hôpitaux de Paris, avec une équipe médicale renommée. Le bonheur sur le visage du garçon en apprenant qu'il irait mieux brisa le cœur d'Hélène. Il ne comprenait pas le prix qu'elle payait pour cette chance. Maintenant, Hélène observait son reflet dans le miroir de l'immense dressing de la chambre d'amis du manoir Beaumont, à Neuilly-sur-Seine. Elle portait une élégante robe bleu marine, choisie par la consultante en images engagée par Bérénice pour adapter sa garde-robe à sa nouvelle position sociale. Ses cheveux,
auparavant simplement attachée en queue de cheval fonctionnelle, arborait désormais une coupe moderne qui mettait en valeur ses traits. Elle se sentait étrangère à elle-même. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Madame ?» La voix polie appartenait à Olivia, la gouvernante du manoir. « Monsieur Gabriel demande que vous descendiez. Les invités commenceront à arriver dans 20 minutes. » Hélène respira profondément, essayant de contrôler sa nervosité. Ce serait sa première apparition publique officielle en tant qu'épouse de Gabriel Beaumont. Un dîner pour certains membres du conseil d'administration de l'entreprise et leurs épouses. Une petite réunion informelle. Selon Bérénice, bien que le menu élaboré et la décoration impeccable suggéraient tout sauf l'informalité. « Merci, Olivia. Je descends tout de suite. » Hélène jeta un dernier coup d'œil dans le miroir, ajustant l'alliance en or blanc sertie de diamants à son doigt. Elle était lourde, tant littéralement que symboliquement, un rappel constant du rôle qu'elle jouait désormais. En descendant l'imposant escalier de marbre, elle trouva Gabriel dans le salon, conversant avec sa mère. Il portait un costume sombre parfaitement coupé, qui mettait en valeur ses larges épaules et sa posture impeccable. En la voyant, il interrompit la conversation, l'observant avec une expression difficile à déchiffrer. « Vous êtes en retard », fut tout ce qu'il dit, vérifiant discrètement sa montre. « Désolé, je m'habitue encore à tout ça. » Hélène fit un geste vague, englobant l'environnement luxueux autour d'elle. Bérénice sourit, s'approchant pour ajuster une mèche des cheveux d'Hélène. « Vous êtes éblouissante, ma chère. Exactement comme une Beaumont doit paraître. » Hélène força un sourire. En seulement 3 semaines, elle avait déjà appris qu'avec Bérénice, chaque compliment était enveloppé d'une attente. « Rappelez-vous, » continua la matriarche baissant la voix, « les Duval seront présents ce soir. » Charles Duval est le 2e plus grand actionnaire de l'entreprise, après la famille. Son épouse, Marguerite, est une vipère déguisée en mondaine. Elle essaiera de vous soutirer des informations, de trouver des incohérences dans notre histoire. Je serai préparé, assura Hélène, bien que son estomac se contractât d'appréhension. Gabriel s'approcha, lui offrant son bras, avec une formalité qui ne passa pas inaperçue. « Allons accueillir nos invités, mon épouse. » Il y avait une note presque ironique dans le dernier mot. Hélène accepta le bras offert, sentant la fermeté des muscles sous le tissu fin du costume. En 3 semaines de mariage, c'était probablement le contact physique le plus proche qu'ils aient partagé. Ils maintenaient une distance prudente l'un de l'autre, interagissant seulement le nécessaire, comme 2 acteurs qui partagèrent la scène, mais évitèrent les coulisses. Les premiers à arriver furent précisément les Duval. Charles, un homme d'âge moyen aux cheveux gris et aux yeux perspicaces, et Marguerite, une femme élégante, à l'apparence méticuleusement soignée et au sourire calculé. « Gabriel, mon cher. » Marguerite l'embrassa effusivement, prolongeant le contact quelques secondes de plus que ce qui aurait été approprié. Elle se tourna ensuite vers Hélène, l'examinant de la tête aux pieds, avec un intérêt mal dissimulé. « Et vous devez être la mystérieuse mariée. Quelle surprise charmante. » Hélène Dubois-Beaumont. Hélène tendit la main, gardant sa posture droite comme Bérénice avait insisté qu'elle le fasse. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Duval. »« Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Marguerite. Après tout, nous sommes pratiquement de la famille maintenant. » Le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Vous devez vous sentir un peu perdu dans ce nouveau monde, n'est-ce pas? Si vous avez besoin d'orientation, je serai heureuse de vous aider. » Hélène comprit immédiatement le jeu. Marguerite la voyait comme une intruse, potentiellement menaçante pour l'équilibre de pouvoir qui existait avant son arrivée. « C'est très gentil de votre part, » répondit-elle avec une douceur calculée. « Mais Gabriel et Bérénice ont été merveilleux pour m'aider à m'adapter. Et honnêtement, après avoir organisé des événements pour des centaines de personnes exigeantes, apprendre les règles sociales de la haute société semble presque relaxant. » Quelque chose brilla dans les yeux de Marguerite. De la surprise peut-être, ou un respect réticent. « Ah oui, vous travaillez dans un hôtel, n'est-ce pas? En tant que... » Elle chercha le mot approprié. « Réceptionniste ?»« Ah, c'est coordinatrice d'événements. » Corrigea Gabriel, posant discrètement sa main sur le dos d'Hélène, dans un geste protecteur qui la surprit. Hélène dirigeait des équipes entières, organisait des mariages d'1 demi-million et empêchait des clients capricieux comme nous de se ridiculiser en public. Hélène le regarda, sincèrement étonnée de cette défense.
C'était la première fois que Gabriel montrait autre chose qu'une froide cordialité envers elle. Marguerite recula stratégiquement. Fascinant. Vous devez avoir tant d'histoires à raconter. La soirée se poursuivit avec l'arrivée des autres invités. 2 autres directeurs avec leurs épouses, tous également curieux de la nouvelle Madame Beaumont. Hélène réalisa qu'elle était au centre d'une scène invisible, évaluée par des regards qui cherchaient des défauts, des incohérences, tout indice qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Pendant le dîner, servi dans l'imposante salle à manger, avec vue sur le jardin illuminé, Hélène resta vigilante, pesant chaque mot, consciente que tout faux pas pourrait devenir une rumeur le lendemain. Mais des années à gérer des clients difficiles lui avaient appris l'art de la conversation polie, du sourire mesuré, de la réponse qui satisfait sans révéler. Alors, Hélène demanda l'un des directeurs entre une bouchée et l'autre du risotto au safran. « Comment vous et Gabriel vous êtes-vous rencontrés exactement ?» Les détails divulgués étaient si rares. Hélène sentit tous les regards se tourner vers elle, y compris celui de Gabriel, qui attendait sa réponse avec un intérêt dissimulé. C'était lors du lancement de la nouvelle ligne de smartphone de l'entreprise, répondit-elle naturellement, suivant le scénario préparé par Bérénice. Je coordonnais l'événement, courant d'un bout à l'autre pour m'assurer que tout se passe parfaitement, quand j'ai bousculé Gabriel dans le couloir. J'ai renversé du café sur son costume importé. Elle sourit, comme si elle partageait un souvenir précieux. Il a été étonnamment compréhensif. « Et c'était quand, exactement ?» insista Marguerite avec une fausse décontraction. « Il y a 8 mois, » répondit Gabriel, avant qu'Hélène ne puisse ouvrir la bouche. Sa main couvrit la sienne sur la table, un geste répété qui pourtant envoya un frisson inattendu le long du bras d'Hélène. Bien que nous ayons mis du temps à admettre ce qui se passait entre nous, c'est charmant, commenta Marguerite, le scepticisme évident dans sa voix. Et la demande en mariage? Comment s'est-elle passée? Je préfère garder certains moments pour nous seuls, répondit Hélène avec un sourire serein, sentant la main de Gabriel serrer légèrement la sienne, en signe d'approbation. La conversation dériva vers d'autres sujets, et Hélène se détendit progressivement, réalisant qu'elle survivait à son baptême du feu. Le dîner fut suivi de café et de digestifs dans le salon, où les hommes gravitèrent naturellement d'un côté, discutant affaires, tandis que les femmes formèrent leur propre cercle. « Dites-moi, Hélène, » commença l'une des épouses, se penchant de manière conspiratrice, « comment est Gabriel à la maison? Il a toujours semblé si réservé en public. » Hélène s'étouffa légèrement avec son café, réalisant la nature de la question. « Isabelle » réprimanda une autre femme, bien que son ton indiquât plus d'envie de ne pas avoir posé la question en premier que de véritable désapprobation. « Oh, nous sommes toutes adultes ici, » insista Isabelle, « et nous sommes curieuses. Gabriel a toujours été si discret, si concentré sur son travail. Il est difficile de l'imaginer amoureux. » Hélène sentit son visage rougir. Comment répondre à une question sur l'intimité d'une relation qui n'existait pas? Gabriel est... Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. Intense, dans tout ce qu'il fait. Ce n'était pas exactement un mensonge, mais je préfère ne pas discuter de notre vie privée. Bien sûr, acquiesça Isabelle, bien que son regard fît comprendre que la réponse évasive n'avait fait qu'accroître sa curiosité. Lorsque les invités se dirent enfin au revoir, vers minuit, Hélène se sentait épuisée, comme si elle avait couru un marathon. Dès que la porte se referma derrière le dernier couple, elle retira ses chaussures à talons hauts, soupirant de soulagement. « Vous vous en êtes bien sorti », commenta Gabriel desserrant sa cravate. C'était presque un compliment venant de lui. « Merci. Je crois que j'ai réussi l'épreuve. » Bérénice, qui observait l'interaction entre les deux avec intérêt, sourit satisfaite. « Plus que réussi, ma chère. Vous les avez impressionnés. Surtout Marguerite, ce qui n'est pas rien. » Hélène ressentit une pointe de fierté malgré tout. C'était étrange comme, même en sachant que tout était une farce, elle désirait encore l'approbation de cette famille. « Si vous me permettez, je suis épuisée. Je vais me retirer. » Elle se tourna pour monter l'escalier, mais la voix de Gabriel la retint. « Hélène. » Son ton était hésitant, presque vulnérable. « Merci. Pour cette nuit. Pour tout ça. » C'était la première fois qu'il montrait une quelconque gratitude pour le sacrifice qu'elle faisait. Hélène hocha la tête, ne se fiant pas à sa propre voix pour répondre «
et continua son chemin vers la chambre d'amis qu'elle occupait depuis qu'elle avait emménagé dans le manoir. Bien que le contrat n'exigeât pas qu'ils partagent une chambre, en fait, il spécifiait explicitement qu'il n'y aurait aucune attente d'intimité pour le monde extérieur. Y compris les employés de la maison, ils étaient un couple normal. C'est pourquoi chaque nuit, Hélène entrait ostensiblement dans la chambre principale, juste pour se glisser silencieusement dans la chambre adjacente après que les lumières se soient éteintes. Cette nuit-là, alors qu'elle retirait le maquillage soigneusement appliqué quelques heures plus tôt, Hélène réfléchit à sa nouvelle réalité. En seulement 3 semaines, elle était passée de simple coordinatrice d'événements à épouse de l'un des hommes les plus puissants du pays. Elle vivait dans un manoir, portait des vêtements de marque, était servie par des employés, et pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Oui » appela-t-elle, pensant que c'était Olivia avec la question habituelle de savoir si elle avait besoin de quelque chose d'autre avant de se retirer. À sa surprise, ce fut Gabriel qui ouvrit la porte. Il avait déjà troqué son costume contre des vêtements plus confortables, un pantalon de survêtement sombre et un t-shirt gris. C'était la première fois qu'elle le voyait habillé de manière décontractée, et la vision était étrangement déconcertante. « Désolé de vous déranger », dit-il restant sur le seuil, « mais nous devons discuter de certaines choses. » Hélène désigna le fauteuil dans le coin de la chambre. « Bien sûr. » Gabriel hésita un instant avant d'entrer et de s'asseoir. Hélène remarqua qu'il évitait de regarder le lit king-size qui dominait la pièce, comme si le meuble représentait une intimité que tous deux étaient déterminés à éviter. « Richard est de retour en France », annonça-t-il sans préambule. « Richard ?» répéta Hélène avant de se souvenir. « Ah, votre cousin. Celui qui hériterait de l'entreprise si... » Exactement. Il était en Europe ces derniers mois, mais il est revenu dès qu'il a appris notre mariage. Gabriel passa la main dans ses cheveux, un geste qu'Hélène commençait à reconnaître comme un signe de tension. Richard n'est pas du genre à accepter facilement les défaites. Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? J'en suis sûr. Richard et moi avons grandi ensemble. Il me connaît suffisamment bien pour savoir que je ne suis pas le genre à me marier impulsivement après un roman secret. Hélène s'assit sur le bord du lit, sentant un froid dans l'estomac. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour l'accord? Cela signifie que nous devons être encore plus convaincants. Gabriel la regarda directement, ses yeux bleus inhabituellement sérieux. Richard cherchera des failles, observera nos comportements. Peut-être même engagera-t-il quelqu'un pour nous suivre. Nous ne pouvons pas lui donner de raison de soupçonner que notre mariage est une farce. Nous faisons de notre mieux, protesta Hélène. Ce soir. Ce soir a été un bon début, interrompit Gabriel. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons paraître plus authentiques l'un envers l'autre, moins comme des étrangers partageant un toit, et plus comme un couple véritablement amoureux. Hélène sentit son visage rougir. Comment suggérez-vous que nous fassions cela? Gabriel hésita, clairement mal à l'aise avec la direction de la conversation. Nous pourrions commencer par passer plus de temps ensemble en public. Des dîners, des événements sociaux, peut-être même un week-end à la maison de plage. Des endroits où nous serons vus, photographiés. Hélène hocha lentement la tête. Ça a du sens. Gabriel semblait chercher les mots justes. Peut-être moins de formalité entre nous, même lorsque nous sommes seuls. Il est difficile de maintenir une farce constamment. Si nous nous habituons à agir comme un couple même en privé, nous paraîtrons plus naturels en public. Hélène l'observa, essayant de déchiffrer ses intentions. Y avait-il quelque chose de plus derrière cette demande? Ou était-ce simplement la préoccupation pragmatique d'un homme déterminé à protéger son patrimoine? D'accord, acquiesça-t-elle finalement. Je peux le faire. Moins de formalité. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Gabriel semblait vouloir dire quelque chose de plus, mais hésitait. « Il y a autre chose, » dit-il finalement. « Ma mère a mentionné que vous avez rendu visite au garçon, Michel, n'est-ce pas, à l'hôpital. » Hélène ressentit une vague d'alarme. « Oui, il passe des examens préopératoires cette semaine. » « L'opération est prévue pour quand? » « Dans 2 semaines, à l'Institut de cardiologie. » Gabriel hocha la tête pensif. « J'aimerais le rencontrer. » dit-il finalement, surprenant Hélène. « Michel? Pourquoi ?» Il haussa les épaules, un geste étrangement désinvolte pour quelqu'un d'habitude si contrôlé. « Il est important pour vous.
Et vous faites tout cela pour lui. Il me semble juste que je sache qui est ce garçon qui vaut tant de sacrifices. » Hélène resta momentanément sans voix, touchée par cette inattendue démonstration d'intérêt. « Bien sûr, » répondit-elle finalement. « Je peux vous y emmener demain, si vous voulez. Michel va adorer. Il est fasciné depuis qu'il a su que j'ai épousé un homme riche qui fabrique des téléphones portables. » Un sourire bref, presque imperceptible, passa sur les lèvres de Gabriel. « Demain, alors. » Il se leva, apparemment satisfait du résultat de la conversation. « Bonne nuit, Hélène. »« Bonne nuit, Gabriel. » Quand la porte se referma derrière lui, Hélène resta assise sur le bord du lit pendant un long moment, pensant à l'étrange tournure que sa vie avait prise. Elle était mariée à un homme qu'elle connaissait à peine, vivant une vie qu'elle n'avait jamais imaginée, tout cela pour un garçon qui n'était même pas son fils, mais qu'elle aimait comme s'il l'était. Et maintenant, cet homme, cet étranger, qui n'était son mari que sur le papier, voulait rencontrer Michel. Il voulait comprendre ce qui motivait Hélène à faire ce qu'elle faisait. Il y avait une curiosité sincère là, peut-être même un intérêt authentique à mieux la connaître. Pour la première fois depuis que cette folie avait commencé, Hélène se permit de penser que peut-être, juste peut-être, Gabriel Beaumont n'était pas seulement l'homme froid et calculateur qu'il semblait être. Peut-être y avait-il quelque chose de plus sous la surface polie qu'il montrait au monde. Et cela, réalisa Hélène avec une pointe d'alarme, était potentiellement plus dangereux pour son cœur que n'importe quelle clause contractuelle. Le lendemain matin, Hélène se réveilla au son de la pluie battant doucement contre la fenêtre. Paris s'était levé gris et mélancolique, ce qui correspondait parfaitement à son état d'esprit conflictuel. Elle regarda l'horloge sur la table de chevet. 7h30. C'était dimanche, et la maison serait silencieuse à 7h. Bérénice assistait à la messe matinale le dimanche, plus par convention sociale que par foi, et Gabriel profitait généralement des matins pour courir dans le parc voisin, une habitude qu'Hélène avait découverte en observant sa routine ces dernières semaines. Elle enfila un peignoir sur son pyjama et descendit à la cuisine, espérant pouvoir prendre son café en paix avant que le reste de la maison ne se réveille. À sa surprise, Gabriel était déjà là, assis à l'îlot central, avec une tasse de café et sa tablette où il lisait les nouvelles du jour. « Bonjour », la salua-t-il, levant brièvement les yeux. « Il y a du café frais dans la cafetière. »« Bonjour. » Hélène se servit une tasse, se sentant étrangement déplacée dans ses vêtements de nuit. « Je pensais que vous seriez en train de courir. »« Normalement, oui, mais la pluie. » Il fit un geste vague vers la fenêtre. « Et je me suis souvenu que nous avions convenu de rendre visite à Michel aujourd'hui. »« Ah, oui. » Hélène s'assit de l'autre côté de l'îlot. « J'avais généralement vers 10h. Ça vous convient ?» Gabriel hocha la tête, retournant à sa tablette. Un silence confortable s'établit entre eux, brisé seulement par le son de la pluie et le tintement occasionnel des tasses. C'était étrange, pensa Hélène. Comment ils pouvaient être mariés depuis des semaines, et que ce soit la première fois qu'ils partageaient un petit déjeuner sans la présence dominatrice de Bérénice. La météo annonce que la pluie va passer avant le déjeuner, commenta Gabriel, comme s'il sentait le besoin de combler le silence. C'est bien. Michel est plus joyeux quand il y a du soleil, c'est ça. Hélène sourit en pensant au garçon. Il adore observer les oiseaux depuis la fenêtre de l'hôpital. Gabriel l'observa par-dessus le bord de sa tasse. Vous l'aimez beaucoup. Ce n'était pas une question, mais Hélène répondit quand même, comme s'il était le mien. Elle traça le contour de la tasse avec son doigt. J'ai promis à Marianne, sur son lit de mort, que je prendrais soin de lui, que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour le voir grandir en bonne santé et heureux, y compris épouser un étranger par contrat, compléta Gabriel sans jugement dans la voix. Hélène leva les yeux, croisant son regard, y compris cela. Quelque chose dans l'intensité de ce regard fit qu'Hélène détourna le visage, soudain consciente de sa vulnérabilité. « Je vais m'habiller », murmura-t-elle en se levant. « Nous pourrons... » La sonnerie stridente du téléphone interrompit ses paroles. Gabriel décrocha l'appareil fixé au mur de la cuisine, son visage changeant d'expression à mesure qu'il écoutait. « Je comprends. Oui, elle est là. » Il tendit le téléphone à Hélène. « C'est l'hôpital. » Pour Michel. Hélène sentit le sang se glacer dans ses veines. Elle prit le téléphone avec des mains tremblantes. « Allô ?» Hélène Dubois à l'appareil. À mesure qu'elle écoutait la voix du médecin à l'autre bout du fil, son visage perdit sa couleur. Gabriel l'observait avec une inquiétude croissante. « Oui, docteur. Nous serons là immédiatement. » Hélène raccrocha le téléphone,
sentant ses jambes faibles. Michel a eu une crise pendant la nuit. Il est aux soins intensifs. » Sans réfléchir, Gabrielle prit les clés de sa voiture. « Je vais prendre mon portefeuille. Je vous rejoins au garage dans 5 minutes. » Alors qu'elle montait les escaliers pour s'habiller, Hélène ressentit un étrange mélange de peur et de gratitude. Peur de l'état de Michel et gratitude pour la rapidité avec laquelle Gabrielle s'était offert de l'accompagner. Peut-être que le mariage de façade était en train de créer un partenariat réel, même si différent de ce que le monde extérieur imaginait. La course jusqu'à l'hôpital sembla interminable. Gabrielle conduisait son Audi sportive avec précision dans les rues mouillées de Paris, jetant occasionnellement des regards inquiets à Hélène, qui gardait les yeux fixés sur la route devant elle, les mains serrant nerveusement son sac sur ses genoux. Le silence entre eux était chargé d'anxiété. « Il va s'en sortir », dit Gabrielle finalement, essayant de paraître réconfortant, bien que l'incertitude fût évidente dans sa voix. L'Institut de cardiologie compte les meilleurs spécialistes du pays. Hélène acquiesça simplement, incapable de faire confiance à sa propre voix à ce moment-là. Son esprit était rempli d'images de Michel, son sourire timide quand elle venait le voir, que la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle lui racontait des histoires, le courage silencieux avec lequel il affrontait chaque examen, chaque procédure. Elle ne pouvait pas le perdre. Pas après tout ce qu'elle avait fait pour lui assurer une chance de survie. En arrivant à l'hôpital, Gabrielle surprit Hélène en confiant la voiture au voiturier et en l'accompagnant jusqu'à la réception. Elle s'était attendue à ce qu'il la dépose à l'entrée, poursuivant sa propre routine. Mais il resta à ses côtés. Sa présence solide, étrangement réconfortante, pendant qu'elle parlait à la réceptionniste, s'identifiant comme la responsable de Michel Costa. Soins intensifs pédiatriques. 5e étage, informa la réceptionniste avec une efficacité professionnelle. Dans l'ascenseur, Hélène retrouva enfin sa voix. « Vous n'avez pas besoin de monter avec moi. Je sais que vous avez des choses plus importantes à faire un dimanche. » Gabrielle l'étudia un instant avant de répondre. « Pour le moment, il n'y a rien de plus important. » La simplicité de la réponse prit Hélène au dépourvu. Quelque chose dans sa poitrine se réchauffa, malgré la peur qui la consumait. En arrivant aux soins intensifs, elles trouvèrent Madame Thérèse assise sur une chaise dans le couloir, le visage vieilli marqué par des larmes récentes. En voyant Hélène, la dame se leva chancelant légèrement. « Hélène, grâce à Dieu, vous êtes arrivée. » Les deux femmes s'étreignirent, tandis que Gabrielle restait discrètement à quelques pas derrière. « Que s'est-il passé, Madame Thérèse ?» demanda Hélène, tenant les mains tremblantes de la femme plus âgée. C'était pendant la nuit. Il a commencé à avoir du mal à respirer, puis il s'est évanoui. La voix de Madame Thérèse faiblit. Les médecins disent que son cœur est en train de lâcher Hélène, que nous ne pouvons plus attendre l'opération prévue. Hélène sentit le sol disparaître sous ses pieds. Les chirurgies cardiaques d'urgence étaient beaucoup plus risquées, surtout chez les enfants atteints de la condition de Michel. « Où est le médecin ? Je dois lui parler. » Ils sont avec Michel en ce moment. Ils ont dit qu'ils viendraient nous parler dès qu'ils auraient stabilisé ses signes vitaux. Gabrielle fit un pas en avant, se plaçant à côté d'Hélène. « Madame Thérèse, je suis Gabriel Beaumont, le mari d'Hélène. » Il tendit la main dans un geste formel qui contrastait avec la gravité de la situation. « Je suis désolé de ce qui se passe. » La dame le regarda avec une surprise évidente, comme si elle ne remarquait sa présence que maintenant. « Alors c'est vrai ? Hélène a vraiment épousé l'homme de la télévision ? » Dans toute autre circonstance, la question aurait été comique. Mais à ce moment-là, elle ne fit que souligner l'artificialité de la situation. Hélène était mariée à un homme que la grand-mère de Michel considérait aussi éloigné de sa réalité qu'une célébrité de la télévision. « Oui, Madame Thérèse, c'est Gabrielle. » Avant que la conversation embarrassante ne puisse continuer, un médecin d'âge moyen à l'expression grave s'approcha du petit groupe. « Madame Dubois, je suis le docteur Maurice Dubois, cardiologue responsable du cas de Michel. Comment va-t-il, docteur ?» La voix d'Hélène trahissait son désespoir. Le médecin désigna quelques chaises à proximité. « S'il vous plaît, asseyons-nous. » Ces mots simples confirmèrent les pires craintes d'Hélène. Les nouvelles qui exigeaient que le destinataire soit assis étaient rarement bonnes. L'état de Michel s'est considérablement détérioré au cours des 12 dernières heures, expliqua le médecin après que tous se furent installés. La valve cardiaque fonctionne à moins de 30% de sa capacité normale. Nous devons opérer immédiatement. Mais l'opération était prévue dans 2 semaines, protesta Hélène.
Vous avez dit qu'il valait mieux attendre que tous les examens soient terminés. C'était la recommandation lorsque son état était stable. Maintenant, nous parlons d'une chirurgie d'urgence. Le médecin hésita brièvement. Je dois vous avertir que les risques sont considérablement plus élevés dans une situation comme celle-ci. Quelles sont les chances? Demanda Gabriel, surprenant Hélène par son implication directe. Le médecin les regarda l'un après l'autre, pesant ses mots. Dans une chirurgie élective programmée, le taux de succès pour la procédure serait d'environ 80%. Dans une chirurgie d'urgence, compte tenu de l'état actuel du patient, nous parlons d'environ 50 à 60%. Hélène sentit l'air s'échapper de ses poumons. Presque une chance sur 2 de perdre Michel. C'était insupportable. « Et si nous n'opérons pas ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. Sans la chirurgie, les chances de survie au-delà des prochaines 48 heures sont minimes. Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Madame Thérèse sanglotait doucement, tandis qu'Hélène tentait de traiter la gravité de la situation. Ce fut Gabriel qui rompit le silence. « Qui est le meilleur chirurgien cardiaque pédiatrique du pays, docteur ?» Le médecin parut momentanément surpris par la question. Eh bien, probablement le docteur Ferdinand Leclerc, de l'hôpital Necker-Enfants Malades. Mais il a généralement un agenda rempli pour des mois et... « Appelez-le » interrompit Gabriel, son ton n'admettant aucune contestation. « Dites-lui que Gabriel Beaumont lui demande personnellement de prendre en charge ce cas. Urgence. Dites-lui que le coût n'est pas un problème. » Le médecin hésita, clairement mal à l'aise. « Monsieur Beaumont, je comprends votre préoccupation, mais le docteur Leclerc accepte rarement des cas de dernière minute, surtout le dimanche. Nous avons des chirurgiens très compétents ici à l'Institut qui peuvent... » Gabriel sortit son téléphone portable de sa poche, composant rapidement. « Docteur, avec tout le respect que je vous dois, cet enfant a besoin du meilleur. Et si le meilleur est le docteur Leclerc, alors c'est lui qui va opérer Michel. » Il porta le téléphone à son oreille. « Charles ?» ?»« Gabriel Beaumont. J'ai besoin que vous contactiez Ferdinand Leclerc immédiatement. C'est une urgence. » Hélène observait la scène avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Gabriel utilisait tout son pouvoir et son influence pour aider Michel, un enfant qu'il ne connaissait que par ouï-dire. Pour la première fois depuis que toute cette folie avait commencé, elle ressentit autre chose que de la résignation ou une cordialité forcée envers l'homme qu'elle avait épousé par contrat. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'activité. D'une manière ou d'une autre, Gabriel avait réussi non seulement à ce que le renommé docteur Leclerc accepte d'opérer Michel, mais aussi à ce qu'une équipe médicale spécialisée soit réunie en un temps record. Le garçon fut transféré à l'hôpital Necker-Enfants Malades, dans une ambulance équipée d'une unité de soins intensifs mobile. Hélène et Madame Thérèse suivant juste derrière dans la voiture de Gabriel. Pendant tout ce temps, Gabriel resta présent. Non pas de manière invasive ou contrôlante, mais comme une présence constante, résolvant des problèmes pratiques, parlant aux médecins, s'assurant qu'Hélène et Madame Thérèse avaient tout ce dont elles avaient besoin en attendant des nouvelles, dans la salle d'attente du bloc opératoire. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda Hélène finalement, quand Madame Thérèse s'était endormie sur un canapé proche, épuisée par le stress émotionnel. Gabriel, qui avait été absorbé par sa tablette, répondant à des emails professionnels en attendant, leva les yeux. « Que voulez-vous dire ?»« Ah, tout cela. Appelez le meilleur médecin du pays. Remuez ciel et terre. Michel n'est rien pour vous. » Quelque chose d'indescriptible passa sur le visage de Gabriel. Une ombre, une vulnérabilité qu'Hélène n'avait jamais vue auparavant. « Michel est important pour vous. Et vous ?» Il marqua une pause, comme s'il cherchait les mots justes. « Vous sacrifiez beaucoup pour ce garçon. Le minimum que je puisse faire est de m'assurer que ce sacrifice en vaille la peine. » Hélène sentit une émotion inattendue grandir dans sa poitrine. C'était plus que de la gratitude. C'était une connexion, une compréhension mutuelle qui n'existait pas jusqu'à ce moment. « Merci », murmura-t-elle. « Pas seulement pour ce que vous faites pour Michel, mais pour être là. Vous n'aviez pas besoin de l'être. »« Si, j'en avais besoin, » répondit-il simplement. Les heures s'étirèrent. 2, 4, 6 heures de chirurgie. Périodiquement, une infirmière venait les informer que la procédure continuait, que Michel était stable malgré la gravité. La tension était presque insoutenable. À un certain moment, Hélène réalisa que Gabriel avait discrètement entrelacé ses doigts aux siens. Non pas dans le cadre du théâtre qu'il maintenait en public,
mais comme un geste authentique de réconfort. Elle ne retira pas sa main. Au contraire, elle serra ses doigts, reconnaissante pour le soutien silencieux. Quand le docteur Leclerc apparut enfin dans la salle d'attente, après presque 8 heures de chirurgie, tous se levèrent d'un mouvement simultané. Le visage du médecin était marqué par la fatigue, mais un petit sourire se dessinait sur ses lèvres. « L'opération a été un succès », annonça-t-il, et Hélène sentit ses genoux fléchir de soulagement. « Nous avons réussi à réparer la valve et à restaurer un flux sanguin adéquat. Les prochaines 48 heures seront critiques, mais s'il n'y a pas de complications, il a d'excellentes chances de récupération complète. » Madame Thérèse tomba à genoux, les mains jointes dans une prière silencieuse de remerciement. Hélène se couvrit le visage de ses mains, les larmes coulant enfin librement après des heures de tension contenue. Et Gabriel, à la surprise de tous, serra la main du chirurgien avec une émotion sincère. « Docteur, je n'ai pas de mots pour vous remercier. » Le médecin sourit, fatigué. « Je ne fais que mon travail. Michel est un battant. Il m'a autant aidé que je l'ai aidé. »« Quand pourrons-nous le voir ?» demanda Hélène, essuyant ses larmes. « Il restera aux soins intensifs pédiatriques pendant les prochaines 24 à 48 heures. Vous pourrez le voir brièvement une fois qu'il y sera installé, mais un seul visiteur à la fois pendant 5 minutes. » Quand le médecin se retira, Hélène se tourna vers Gabriel, mue par une impulsion irrésistible, et l'étreignit. Ce n'était pas du théâtre, ce n'était pas calculé, c'était pure émotion, pure gratitude. Un instant, il parut surpris par le geste spontané. Puis ses bras l'enveloppèrent, rendant l'étreinte avec une intensité qu'elle n'attendait pas. « Il a réussi », murmura Hélène contre la poitrine de Gabriel. « Ah, Michel va s'en sortir. »« Oui », répondit-il, une note d'émotion inhabituelle dans sa voix. « Il va s'en sortir. » Quand ils se séparèrent, quelque chose avait changé entre eux. Un mur invisible était tombé, une distance soigneusement maintenue avait été réduite. Ils se regardèrent comme s'ils se voyaient réellement pour la première fois. Non pas comme des parties d'un contrat commercial, mais comme deux personnes qui avaient à partager quelque chose de profondément significatif. Les jours suivants furent ceux d'une récupération progressive. Michel fut transféré des soins intensifs vers une chambre particulière 3 jours après l'opération, dépassant les attentes les plus optimistes des médecins. Hélène passait la majeure partie de son temps à l'hôpital, se relayant avec Madame Thérèse pour s'occuper du garçon. À sa surprise, Gabriel apparaissait tous les soirs, après son travail, apportant de petits cadeaux à Michel. Une petite voiture un jour, un livre d'histoire le lendemain, une tablette chargée de jeux éducatifs le 3e. Le garçon, initialement timide avec oncle Gabriel, s'habitua vite à sa présence, enchanté par l'attention qu'il recevait de l'homme qui fabrique des téléphones portables. Une semaine après l'opération, alors que Michel était visiblement plus fort, Hélène trouva Gabriel à la cafétéria de l'hôpital, prenant un café en attendant l'heure des visites. « Il a demandé de vos nouvelles », dit-elle s'asseyant en face de lui. « Il veut vous montrer qu'il a réussi à passer un niveau dans ce jeu de course. » Gabriel sourit, un sourire authentique qui transformait complètement son visage habituellement sérieux. « Ce garçon est intelligent. Il apprend vite. »« Hein, oui, il l'a toujours été. » Hélène hésita, jouant avec la serviette sur la table. « Gabriel, je dois vous remercier pour ce que vous avez fait pour Michel. Pour tout. »« Vous n'avez pas à me remercier. C'est ici, j'ai besoin de le faire. Vous êtes allé au-delà de ce que n'importe quel associé ferait. » Elle choisit ses mots avec soin, consciente qu'ils étaient dans un lieu public. « Je veux que vous sachiez que je n'oublierai jamais. » Gabriel l'observa longuement, comme s'il contemplait quelque chose d'important. « Hélène, ces dernières semaines, depuis que nous avons visité Michel ensemble pour la première fois, quelque chose a changé. Je ne sais pas l'expliquer exactement, mais je ne peux plus voir notre mariage comme un simple accord commercial. » Hélène sentit un froid dans l'estomac. Arrivait-il à la fin du contrat? Seuls 2 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, bien loin des 12 mois convenus. « J'ai découvert quelque chose sur moi-même, » continua-t-il. « Quelque chose que je n'attendais pas. »« Quoi ?» Le mot sortit presque comme un murmure. Gabriel ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par la sonnerie insistante de son téléphone portable. Il vérifia le numéro et son expression changea instantanément. « C'est ma mère. Je dois répondre. » Il se leva, s'éloignant de quelques pas pour parler en privé. Hélène l'observa, tandis qu'il parlait au téléphone, remarquant comment sa posture devenait progressivement plus tendue. Quand il revint à la table,
Il y avait une gravité sur son visage qui n'était pas là quelques minutes auparavant. « Nous devons y aller, » dit-il ramassant déjà sa veste. « Maintenant. » Cassos, que s'est-il passé? Richard. Le nom de son cousin sonna comme une malédiction sur ses lèvres. D'une manière ou d'une autre, il a découvert notre accord. Il menace d'aller à la presse si nous ne dissolvons pas le mariage immédiatement. Hélène sentit le sang se glacer dans ses veines. Comment a-t-il découvert? Je ne sais pas encore, mais ma mère a dit qu'il avait des preuves, des documents. Gabriel passa la main dans ses cheveux, dans un geste qu'Hélène reconnaissait maintenant comme un signe de tension extrême. Si cela fuit, Hélène, ce n'est pas seulement l'entreprise qui est en jeu, c'est votre réputation, votre vie. Sur le chemin du retour au manoir, Hélène tentait de traiter ce qui se passait. Tout ce qu'ils avaient construit ces dernières semaines, la façade soignée, les apparitions publiques calculées, l'histoire d'amour qu'ils avaient vendue au monde, était sur le point de s'effondrer. Bérénice les attendait dans le salon, son visage habituellement composé, marqué par une colère contenue. À ses côtés, assis confortablement comme s'il était chez lui, se trouvait un homme qu'Hélène identifia immédiatement comme Richard Beaumont. La ressemblance familiale était indéniable, bien qu'il y eût quelque chose de calculateur dans ses yeux qui le différenciait de Gabriel. « Ah, les tourtereaux sont arrivés !» commenta Richard avec une fausse cordialité. « Comment va la vie de mariée? Passionnante, j'imagine. »« Arrêtez la comédie, Richard, » rétorqua Gabriel, se positionnant instinctivement devant Hélène comme pour la protéger. « Que voulez-vous » Richard sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Juste ce qui est à moi de droit, le contrôle de l'entreprise que vous essayez d'usurper avec ce mariage frauduleux. »« Ce n'est pas frauduleux, » intervint Bérénice, sa voix tranchante. « Gabriel et Hélène sont légalement mariés. »« Oh, légalement, sans aucun doute. » Richard sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. « Mais éthiquement, moralement, j'ai ici des copies du contrat que vous avez signé. Un accord commercial très intéressant, je dois dire. 2 millions d'euros pour un an de farce matrimoniale. » Il fit semblant d'examiner le document. « Les clauses sont particulièrement fascinantes. Surtout la partie sur aucune attente d'intimité physique. » Hélène sentit son visage brûler de honte et de colère. Cet homme transformait quelque chose qu'elle avait fait par amour pour Michel en quelque chose de sordide et d'humiliant. « Comment avez-vous obtenu cela ?» demanda Gabriel, la voix dangereusement contrôlée. « J'ai mes moyens. » Richard haussa les épaules. « L'important, c'est ce que j'en ferai maintenant. La presse va adorer, vous ne croyez pas? Héritier Beaumont achète sa femme pour assurer son héritage. Les gros titres s'écrivent pratiquement tout seuls. Que voulez-vous, Richard? Répéta Gabriel. Dites votre prix. Richard se cala dans le canapé, savourant son moment de pouvoir. Je veux que vous admettiez la fraude, annuliez le mariage et renonciez volontairement au contrôle de l'entreprise. En échange, ceci. Il agita l'enveloppe. N'atteindra jamais la presse. Et si nous refusons? Demanda Bérénice, la voix tendue. Alors demain, à 9 heures du matin, je donnerai une conférence de presse révélant tout. Le contrat, les détails sordides, la manipulation. Il regarda directement Hélène. Votre vie, ma chère, ne sera plus jamais la même. Vous serez connue à jamais, comme la femme qui s'est vendue pour de l'argent. Hélène sentit une vague de nausée. Non seulement sa réputation était en jeu, c'était l'avenir de Michel. Si la vérité éclatait, comment l'expliquerait-elle à Madame Thérèse? Comment regarderait-elle le garçon dans les yeux quand il grandirait et découvrirait ce qu'elle avait fait? « Donnez-nous jusqu'à demain » demanda Gabriel, surprenant tout le monde. « Nous devons en discuter en famille. » Richard hésita, clairement méfiant. « N'essayez aucune ruse, Gabriel. J'ai des copies de ce document dans des endroits sûrs. »« Juste jusqu'à demain, Richard. 9 heures du matin. Vous aurez votre réponse. » Après le départ de son cousin, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Bérénice fut la première à le rompre. « C'est un désastre. Si la presse le découvre, le scandale détruira non seulement la réputation de la famille, mais la valeur des actions de l'entreprise. » Elle commença à marcher nerveusement de long en large. « Nous devons trouver un moyen de l'arrêter. »« Comment a-t-il obtenu une copie du contrat ?» demanda Hélène, se sentant trahie et exposée. « Il a dû soudoyer quelqu'un du cabinet d'avocats, » répondit Bérénice. « Ou peut-être a-t-il mis mon bureau sur écoute. » Richard a toujours été glissant. Gabriel restait silencieux, le regard lointain comme s'il contemplait quelque chose au-delà du problème immédiat. Peut-être devrions-nous accepter sa proposition.
suggéra Hélène finalement. Annulez le mariage. Vous pouvez reconstruire votre carrière dans une autre entreprise, Gabriel. Et moi, j'aurai encore assez pour prendre soin de Michel. Non. La réponse de Gabriel fut ferme, décisive. Nous ne céderons pas au chantage. Mais le scandale, commença Bérénice. Je vais lui parler, interrompit Gabriel. Demain, seul. Quelque chose dans son ton mit fin à la discussion. Bérénice, après un moment d'hésitation, se retira dans sa chambre, marmonnant sur la nécessité de prendre un calmant. Hélène resta en arrière, observant Gabriel avec une inquiétude croissante. « Qu'allez-vous faire » demanda-t-elle finalement. Gabriel la regarda, et il y avait une détermination dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce que j'aurais dû faire depuis le début. La bonne chose. Le lendemain matin, à 9 heures précises, Richard arriva au manoir avec l'arrogance de celui qui se considère déjà victorieux. À sa surprise, il trouva non seulement Gabriel, mais aussi une petite équipe d'avocats, ainsi qu'un homme qu'il reconnut comme le rédacteur en chef de l'un des plus grands journaux du pays. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-il, soudainement prudent. Gabriel, habillé formellement comme s'il était sur le point de donner une conférence de presse, fit signe à tous de s'asseoir. « Richard, j'ai pris ma décision. Mais avant, je veux que vous écoutiez quelque chose. » L'un des avocats activa un petit enregistreur. La voix de Richard remplit la pièce. 50 millions, et je peux faire disparaître les preuves de la falsification d'importation. Personne ne saura jamais que vous avez utilisé de faux documents, Charles. L'enregistrement continua, incriminant clairement Richard dans un stratagème d'extorsion contre Charles Duval, le deuxième plus grand actionnaire de l'entreprise. Richard pâlit visiblement. « C'est un montage », protesta-t-il, mais sa voix tremblait. « Nous en avons plus », continua Gabriel calmement. « Des registres de comptes offshore, des virements suspects, des documents falsifiés. Vous avez été occupé ces dernières années, Richard. » Le rédacteur du journal observait la scène avec un intérêt professionnel, prenant des notes discrètement. « Que voulez-vous » demanda Richard finalement, toute l'arrogance précédente remplacée par une prudence défensive. « Je veux que vous remettiez toutes les copies du contrat de mariage. Je veux que vous signiez un accord de confidentialité. Et je veux que vous quittiez le pays. Il y a un poste qui vous attend à la filiale en Australie. Bien rémunéré, mais suffisamment loin pour que vous ne causiez plus de problèmes. » Richard regarda autour de lui, évaluant ses options. « Et si je refuse ?» Gabriel sourit sans humour. « Alors demain, c'est vous qui ferez les gros titres. Héritier Beaumont arrêté pour fraude et extorsion. Je suis sûr que ça ferait très bien la première page. Vous ne croyez pas, Paul ?» Il s'adressa au rédacteur, qui acquiesça gravement. Après le départ de Richard, vaincu et humilié, et de l'équipe juridique qui finaliserait les documents nécessaires, Hélène trouva Gabriel sur la véranda observant le jardin. « Vous saviez » dit-elle, s'approchant, « pour les manigances de Richard. C'est pour ça que vous étiez si calme hier. » Gabriel se tourna pour lui faire face. « Je m'en doutais depuis un certain temps. Ma mère a engagé des enquêteurs privés il y a des mois, quand Richard a commencé à agir bizarrement. Nous attendions juste le bon moment pour utiliser les informations. Et le rédacteur du journal ? Un vieil ami de la famille. Il est venu pour donner de la crédibilité à la menace, mais il ne publierait jamais rien sans mon consentement. » Hélène hocha la tête, traitant l'information. « Alors c'est fini. Richard n'est plus une menace. Mas pas tant qu'il est de l'autre côté du monde, sous surveillance constante. » Gabriel hésita avant de continuer. « Mais cela ne résout pas notre dilemme initial. Le mariage ?» compléta Hélène. « Oui. » Un silence tendu s'installa entre eux. Il y avait quelque chose de non-dit qui planait dans l'air, quelque chose que tous deux semblaient réticents à aborder directement. « Hier, à la cafétéria de l'hôpital, » commença Hélène hésitante, « avant que nous recevions l'appel concernant Richard, vous alliez me dire quelque chose, sur le fait d'avoir découvert quelque chose sur vous-même. » Gabriel la fixa intensément, comme s'il prenait une décision cruciale. « Oui, j'ai découvert que certaines choses sont plus importantes que les contrats, les clauses, ou même les entreprises multimilliardaires. Quelle chose? Les gens, les vraies connexions. » Il fit un pas vers elle. « Hélène, ces dernières semaines, depuis que nous avons visité Michel ensemble pour la première fois, quelque chose a changé. Je ne sais pas l'expliquer exactement, mais je ne peux plus voir notre mariage comme un simple accord commercial. » Le cœur d'Hélène s'accéléra. Elle aussi avait senti le changement,
la connexion croissante, les moments de véritable complicité. Mais elle avait eu peur de l'admettre, même à elle-même. « Que dites-vous, Gabriel ?»« Je dis que je veux essayer, pour de vrai, sans contrat, sans obligation. Juste deux personnes donnant une chance à ce qui pourrait être. » Hélène l'observa, cherchant tout signe de fausseté, de stratégie. Mais tout ce qu'elle vit était de la sincérité, de la vulnérabilité et quelque chose qui semblait dangereusement proche d'une affection authentique. Et l'entreprise. La clause du testament? Gabriel haussa les épaules, un geste étonnamment décontracté pour quelqu'un d'habitude si formel. L'entreprise survivra, avec ou sans moi à sa tête. Il est peut-être temps de construire quelque chose de personnel, quelque chose qui ne dépend pas des règles imposées par des hommes qui sont déjà partis. Vous renonceriez à tout? Pourquoi? Gabriel sourit. Un sourire authentique qui transformait son visage, adoucissait ses traits, révélait l'homme sous la façade de l'homme d'affaires implacable. Parce que j'ai réalisé, en vous voyant avec Michel, qu'il y a des choses que l'argent n'achète pas. L'engagement, la loyauté, la capacité d'aimer sans condition. Il prit ses mains entre les siennes. Vous m'avez montré cela, Hélène, et je veux en apprendre plus. Hélène sentit des larmes inattendues monter à ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ni de soulagement, mais d'une émotion plus complexe, plus profonde. « Ce ne sera pas facile, » avertit-elle. « Nous venons de mondes différents. Nous avons des attentes différentes, des expériences différentes. Les meilleures affaires sont celles où tout le monde a quelque chose à enseigner et quelque chose à apprendre, » répondit-il avec un léger sourire. « Ce n'est pas une affaire, Gabriel. Ça ne peut pas l'être. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus important. » Il s'approcha davantage, ses yeux fixés sur les siens. « Alors, qu'en dites-vous? Voulez-vous essayer ?» Hélène l'étudia longuement. L'homme devant elle n'était plus l'homme d'affaires froid et calculateur qu'il avait vu comme une simple solution à un problème légal. C'était quelqu'un qui avait fait preuve de compassion pour Michel, qui avait utilisé son pouvoir pour la protéger, qui était prêt à remettre en question ses propres priorités. « Oui, » répondit-elle finalement, « nous allons essayer. » Quand leurs lèvres se rencontrèrent, dit pour la première fois, non pas dans le cadre d'une mise en scène, non pas comme une obligation contractuelle, mais comme un choix authentique, Hélène sut que certaines histoires commençaient dans les endroits les plus improbables. La sienne avait commencé par un cri malheureux dans un café. Et maintenant, contre toute attente, il semblait qu'elle pourrait avoir une fin étonnamment heureuse. 6 mois plus tard, Michel reçut son congé définitif de l'hôpital. Sa récupération avait été remarquable, dépassant toutes les attentes médicales. Le jour où le garçon put enfin rentrer chez lui, sans plus avoir besoin d'un suivi intensif, Hélène et Gabriel l'emmenèrent faire une promenade au parc. « Oncle Gabriel, regarde comme je peux courir vite maintenant !» cria Michel, s'élançant sur la pelouse avec l'énergie propre à un enfant de 6 ans en pleine santé. Gabriel l'observait avec un sourire authentique, son bras enlaçant nonchalamment les épaules d'Hélène. « Il est incroyable, » commenta-t-il. « C'est un style comme sa mère, » répondit Hélène, le souvenir de Marianne toujours présent, mais maintenant sans la douleur aiguë qui l'accompagnait autrefois. Elle serait si fière de le voir ainsi. Gabriel hésita un instant avant de dire « J'y pensais. » Quand notre contrat prendra fin. Hélène se tourna pour lui faire face, soudain tendue. Bien que leur relation ait évolué vers quelque chose de véritable et de profond, le fantôme de l'accord original planait encore occasionnellement entre eux. Oui, et peut-être pourrions-nous parler avec Madame Thérèse de la possibilité d'adopter Michel, légalement. Gabriel semblait presque nerveux, comme s'il craignait d'être allé trop loin. Elle ne rajeunit pas, et le garçon a besoin de stabilité, d'une famille. Et nous, eh bien, nous sommes déjà une sorte de famille pour lui, n'est-ce pas? Hélène sentit son cœur s'épanouir dans sa poitrine. Famille, un mot qui avait perdu son sens pour elle après la mort de ses parents, qui avait été redéfini lorsqu'elle avait promis de prendre soin du fils de Marianne, et qui prenait maintenant des contours nouveaux et inattendus. « Vous voulez vraiment cela ?» demanda-t-elle, cherchant la moindre trace d'hésitation sur son visage. « Plus que n'importe quelle affaire que j'ai jamais conclue. » Hélène sourit, des larmes de bonheur brillant dans ses yeux. « Je pense que Michel Dubois-Beaumont sonne très bien. » Gabriel l'attira plus près, l'embrassant doucement. « Parfait !» murmura-t-il contre ses lèvres. En observant Michel courir librement dans le parc,
son cœur fort et sain battant sans effort, Hélène réfléchit au chemin étrange que la vie avait pris. Un cri impulsif, un mariage sous contrat, des retrouvailles dans une unité de soins intensifs pédiatriques. Et maintenant, contre toute attente, une famille. Le véritable amour, conclut Hélène, n'était pas le conte de fées que son amie Julie cherchait inlassablement. Ce n'était pas une explosion de passion au premier regard, ni un roman parfait sans conflit. C'était un choix, c'était un engagement. C'était être prêt à voir au-delà des apparences, des premières impressions, des différences de monde. C'était reconnaître, comme Hélène et Gabriel l'avaient reconnu, que parfois l'erreur la plus improbable peut mener au succès le plus précieux.